tout début, on avait plutôt à l'esprit de créer une association qui éduquerait des jeunes gens au métier de la construction. Et puis en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait reprendre l'éducation dès le départ, sinon on n'arriverait pas à grand-chose. C'est pour cette raison-là qu'on a finalement commencé par les écoles primaires et qu'on a continué en élargissant un petit peu le champ. On est arrivé dans une zone du pays qui est quand même un des pays, alors d'une année sur l'autre ça change, mais qui est quand même souvent le pays le plus pauvre du monde, dans la partie la plus pauvre du pays le plus pauvre du monde, et dans lequel tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas grand-chose, il y a même rien, il y a quelques écoles publiques, mais bon, on voit qu'elles sont un jour ouvertes, un jour pas ouvertes, et à part ça, il n'y a rien. Donc quand on arrive là-bas, qu'on voit ces bâtiments qui s'élèvent au milieu de la brousse avec des enfants qui vont à l'école, je pense qu'en 22 secondes, on a dit on y va. Ils ne se seraient peut-être jamais croisés, et pourtant. D'un côté, des entrepreneurs, des dirigeants, des familles, décidés à donner plus de sens à leur réussite. De l'autre, des femmes et des hommes qui portent des projets d'intérêt général avec conviction et passion. C'est de leur rencontre que naît Voices for Philanthropy. Un podcast qui explore la philanthropie au-delà des chiffres et des apparences. Où l'on découvre des motivations profondes, des doutes parfois, et des instants de bascule. Des rencontres transformatrices. Un podcast porté par Rothschild & Co. Bonjour à tous, je suis Claire Cram, responsable de la philanthropie chez Rothschild & Co. Et je suis très heureuse d'accueillir nos deux invités aujourd'hui, Yves Cohen et Julien Cohen, pour cette nouvelle édition du podcast Voices for Philanthropy. Alors Julien, tu es passionné de cuisine, tu détiens aujourd'hui un certain nombre d'établissements dans la restauration et ton engagement en philanthropie date finalement de 2010, au décès de ton père, où tu vas reprendre la main dans l'animation d'un projet philanthropique familial qui a été créé par tes parents, Bernard et Marie-France Cohen, au moment de la cession de la marque Bonpoint. Vous créez le fonds de dotation Merci, qui va être alimenté par les bénéfices d'un concept store éponyme et qui, au moment de la vente en 2013 de cette boutique, va être doté grâce aux produits de la vente. Aujourd'hui, ce fonds s'appelle Grazier. On reviendra sur la manière dont vous déployez son action aux côtés de Chloé Fréois, la déléguée générale. Mais ce qui est très clair, c'est qu'à relire ton parcours, on a vraiment le sentiment que l'entrepreneuriat et l'engagement philanthropique, pour toi, sont étroitement imbriqués. Yves, tu décides, alors même que tu es dirigeant du groupe European Homes, donc un groupe de promotion immobilière, de créer un projet philanthropique qui va te permettre de fédérer tes associés autour d'une cause et d'un intérêt commun. Tout ça se passe dans les années 2000. En 2004, vous créez ensemble ABC Domino, une association qui va œuvrer dans le sud-ouest de Madagascar pour scolariser des jeunes enfants, puis des collégiens, dans une zone très reculée de l'île, dans laquelle il y a une sous-dotation très claire de tout type de services publics, et en particulier des écoles. Alors, avant de nous attarder sur ce que fait ABC Domino et sur le pourquoi le fonds de dotation Grazier a décidé de soutenir cette cause, je vous propose de revenir sur la rencontre, qui est assez amusant puisque vous partagez le même nom de famille, mais il n'y a pas de lien particulier. Néanmoins, je crois que cette dimension ça a joué en tout cas un rôle très important dans la rencontre. Donc je veux bien, Yves, que tu nous partages cette anecdote. C'est assez simple, c'est qu'en fait un des retraités du groupe a un jour découvert un article dans le journal qui parlait de la famille Cohen et qui souhaitait faire des choses à Madagascar. Et donc, ça l'a amusé, évidemment, puisque nous portions le même nom. Donc, je lui ai demandé d'essayer de prendre contact avec cette famille que je ne connaissais pas. Et c'est ainsi qu'il a rencontré Bernard Cohen, qui l'a présenté à ABC Domino. Et puis, là-dessus, Bernard était sans doute déjà malade, ou en tout cas, il était malade peu après. Donc, on a un peu perdu le contact. Et puis, quelques mois plus tard, on a repris contact avec Marie-France et Julien. Et à l'occasion de ce premier rendez-vous, j'ai proposé de venir sur place pour découvrir ce que faisait ABC Domino dans le sud-ouest de Madagascar, sachant que au départ, la famille Cohen souhaitait plutôt intervenir à Tana et plutôt auprès des femmes, puisque Marie-France et Bernard avaient beaucoup fait travailler les femmes malgaches pour la réalisation des vêtements pour enfants.
Et nous avions rencontré pas mal de difficultés à Tananarive, parce que les problèmes de circulation, de pollution, de corruption qui ont fait qu'on avait finalement décidé de s'éloigner et d'aller voir un peu ce qui se passait en province. Et donc j'ai proposé à Julien et à Marie-France de venir sur place, ce qu'ils ont fait. Et puis à partir de là, ils ont été plutôt assez séduits par l'engagement d'ABC Domino, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Alors justement, Julien, il y a quand même beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'éducation à Madagascar. On en connaît tous. Un peu moins sans doute dans cette partie reculée de l'île, mais qu'est-ce qui te décide à sauter le pas, à faire ce premier don à l'association, à ensuite organiser ce voyage et surtout à t'engager sur la durée pour ce projet en particulier? Le premier don, il était important qu'on le fasse parce qu'on avait créé ce fonds de dotation en 2009. Mes parents avaient créé ce fonds de dotation et il y avait clairement une volonté de faire quelque chose à Madagascar. Moi, j'avais un peu été à droite à gauche, rencontré des sachants, des personnes du milieu qui m'avaient tous dit « On ne te conseille pas de œuvrer directement sur les débuts du fonds. Ça serait peut-être plus intelligent de vous rapprocher, de vous appuyer sur une structure qui est déjà en place et qui fait des choses. » Donc, on a fait d'abord un premier don parce qu'on a rencontré Yves et ses équipes. On a été assez emballés par cette première rencontre, le contact, ce qu'il nous racontait, la manière dont, évidemment, et c'est le principal, la manière dont étaient menées les actions, le sérieux du suivi des actions. Donc, on a décidé de faire un premier don qui était relativement modeste. Et ensuite, on a surtout décidé d'aller sur place. Et c'est là qu'on a vraiment pris conscience du souhait de suivre ABC Domino, et on s'est pas trompé puisque ça fait 15 ans maintenant qu'on est à leur côté, et ça a été, voilà, quand on est arrivé sur place, c'était vraiment une évidence. On est arrivé dans une zone du pays qui est quand même un des pays, alors d'une année sur l'autre ça change, mais qui est quand même souvent le pays le plus pauvre du monde, dans la partie la plus pauvre du pays le plus pauvre du monde, et dans lequel tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y a même rien. Il y a quelques écoles publiques, mais bon, on voit qu'elles sont un jour ouvertes, un jour pas ouvertes, et à part ça, il y a rien. Donc quand on arrive là-bas, qu'on voit ces bâtiments qui s'élèvent au milieu de la brousse avec des enfants qui vont à l'école, je pense qu'en 22 secondes, on a dit on y va. Voilà, on était vraiment totalement, on a été pris au trip et on s'est dit oui, on est au bon endroit avec les bonnes personnes. Ouais, parce que quand on préparait ce podcast, tu m'as dit il y a un élément qui nous a amené à basculer peut-être plus vite que ce qui se serait passé dans un autre contexte, c'est que Yves venait du monde de l'entreprise et qu'on ressentait en fait ce souci d'organisation, de gestion de projet, de rigueur dans la façon dont le projet avait été mené, et ça avait été déterminant pour toi. Nous, on rencontre quand même beaucoup de philanthropes qui hésitent à se lancer parce qu'il y a un doute sur le sérieux, il y a un certain inconfort. Toi, t'as pas eu ça? Non, justement, c'est ça qui m'a beaucoup moins rassuré, parce que dans mon rôle, mon rôle comme je l'imaginais à l'époque, c'était justement d'avoir cette pertinence et cette expertise sur les personnes qu'on allait accompagner, s'assurer que chaque centime qu'on allait investir allait terminer au bon endroit, et surtout sur les actions et pas sur autre chose. Donc effectivement, dans la manière dont on avait imaginé l'accompagnement du fonds de dotation avec n'importe quelle cause ou association, c'était de dire qu'on en avait besoin que ce soit professionnel, que ce soit, enfin, en fait, comme on gère une entreprise, moi je suis très fan de l'idée de dire qu'il faut que les entreprises, associations de l'ESS, philanthropie de manière générale, soient gérées comme une entreprise. C'est ça qui fait que ça marche. Donc c'est effectivement quand on a rencontré des professionnels qui menaient cette action de manière extrêmement professionnelle, comme on gère une entreprise. Ça nous a beaucoup rassurés. C'est pour ça effectivement qu'on a décidé, non seulement parce qu'on était allé sur place, et ça c'était vraiment un bon coup stratégique de Yves. Quand on a été sur place, on a été complètement, encore une fois, fasciné par ce qu'on a vu, et deux, on avait déjà, et on a aussi vu sur place le sérieux, la manière dont les choses se passent, avec des bénévoles qui vont sur place, on rencontrera après, mais qui ramènent, qui reviennent, qui ont une feuille de route, qui reviennent, qui font un rapport. Enfin voilà, tout est extrêmement suivi, extrêmement cadré, extrêmement encadré. Alors, ce coup de foudre, moi, je l'ai pas eu encore parce que j'ai pas eu la chance d'aller à Tuléar, mais je vais réfléchir à programmer cette visite. Ouais, j'ai bien entendu. Yves, est-ce que tu peux nous raconter justement un peu plus de cette activité d'ABC Domino? Déjà, comment elle a démarré?
Donc Tuléar, tu nous as expliqué un peu le contexte de pourquoi ce lieu-là, mais ensuite, c'est quand même un projet que vous avez construit brique par brique, dans ta culture justement de la construction. Aujourd'hui, on en est où avec ABC Domino? Combien d'écoles? Combien d'enfants? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on a 6 écoles primaires, 3 collèges, un lycée, et on est en train de construire une école numérique à Tuléar pour permettre aux jeunes lycéens de mieux appréhender le français et l'usage des outils informatiques. On a à peu près 4000 enfants qui sont scolarisés, environ 2500 enfants dans les écoles primaires et puis 1500 dans le secondaire. Ces écoles s'étalent sur une centaine de kilomètres le long du littoral du canal du Mozambique. Elles sont en général autour d'une vingtaine de kilomètres l'une de l'autre. Les enfants viennent à pied, il n'y a pas aucun moyen de transport. Certains d'entre eux font jusqu'à 5 ou 6 kilomètres pour venir et à nouveau 5 ou 6 kilomètres pour rentrer le soir. Mais sont dans l'ensemble extrêmement motivés. Et alors, ce projet, au départ, il est très centré sur l'éducation. Et quand tu arrives avec ta mère, que vous décidez de participer au financement de cette 3e école en 2011, tout de suite, il y a quelque chose qui vous frappe et vous ajoutez déjà vous mettez un peu votre patte au projet en ajoutant une nouvelle brique. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, nous, quand on est arrivé, il y avait déjà... les écoles, elles fonctionnaient très bien. On s'est rendu compte de 2 choses. D'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait un côté un peu martial parce que à Madagascar, contrairement à aujourd'hui en France, il y a un côté très martial. Enfin, il y a un côté de l'éducation. Elle est très encadrée, très stricte. Il y a pas une mouche. On entend les mouches voler dans les classes. C'est vraiment très, je veux dire, c'est très très strict. Et quand on est arrivé sur place, on a vu ça et on a vu. C'est une image qui me reste et c'est une image de ma mère qui a vu à la récré des enfants qui mangeaient et qui se partageaient une mangue. Et je me rappelle, c'était un des premiers trucs qu'on a dit à Yves. Elle s'est retournée, elle a dit, Yves, on va faire des cantines. Ça, c'était une première chose. Et puis, elle avait aussi, dans son idée de départ, avec l'accompagnement des femmes malgaches, elle avait cette idée des ateliers de couture, de faire quelque chose autour de la couture. Et puis, il y avait une amie de Yves et Mathilde, qui est aujourd'hui la bénévole responsable des ateliers de couture, qui s'appelle Michel. Avec qui on a évoqué cette idée de faire des ateliers de couture. Donc, en fait, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on a eu la chance d'avoir la place, Yves et l'ABC nous ont laissé la place de pouvoir amener quelque chose de différent qui existait. C'est donc une plus-value pour tout le monde et pour nous aussi. Et donc, j'aime bien dire qu'on a essayé d'amener un peu le périscolaire dans un fonctionnement qui était déjà très efficient et sur lequel on n'avait pas grand-chose à apporter sur la partie purement éducation. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place aux côtés d'ABC et on a eu la chance d'avoir les mains libres et d'être écouté et d'être suivi, ce qui est très, très agréable et ce qui, je pense, a forgé aussi beaucoup notre relation sur le long terme. Mais à t'entendre, Yves, j'ai quand même l'impression que le modèle, il est pensé comme ça, avec ABC Domino. C'est d'abord un modèle qui est assez décentralisé, on va y revenir, dans le choix des personnes qui accompagnent, qui sont aux côtés des enfants tous les jours, et puis la place qui est donnée aux bénévoles. Ça nous intéresserait que tu nous racontes un peu comment cette mayonnaise prend dans les établissements, comment tu arrives à associer cette expertise bénévole et les équipes, ces hommes et ces femmes qui sont aux côtés des enfants. En fait, au départ, on est une société de construction, donc en fait, au tout début, on avait plutôt à l'esprit de créer une association qui éduquerait des jeunes gens au métier de la construction. Et puis, en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait reprendre l'éducation dès le départ, sinon on n'arriverait pas à grand-chose. C'est pour cette raison-là qu'on a finalement commencé par les écoles primaires et puis qu'on a continué en élargissant un petit peu le champ. Alors effectivement, Marie-France et Julien se sont révoltés devant le fait que les enfants n'avaient pas de repas à déjeuner et donc c'est vraiment sous leur impulsion qu'on a créé les cantines, enfin à la fois sous leur impulsion et leur aide. En ce qui concerne les ateliers de couture, on avait un peu à l'esprit de créer des ateliers de couture aussi. Ma femme Mathilde, qui dirige la pédagogie de l'association, était aussi assez axée sur cet aspect. Et ces échanges avec Marie-France ont vraiment poussé le projet. Et donc, on l'a démarré ensuite assez vite. Et donc, c'est devenu
c'est devenu des ateliers de formation à la couture et aux travaux pratiques, en fait. Parce qu'en fait, c'est dès les petites classes que les enfants viennent chaque semaine recevoir un cours de travaux pratiques et de couture. Et alors, en fait, c'est assez amusant parce que la première année, ils fabriquent un mouchoir. La deuxième année, ils fabriquent une trousse. La troisième année, ils fabriquent un cartable. La quatrième année, ils fabriquent un short. Et la cinquième année, ils fabriquent un t-shirt de sport. Et tout ça est organisé. Alors, le rapport avec les bénévoles, il est le suivant. C'est qu'en fait, quand on a débuté, nous étions que des gens de la construction et on s'est rapidement rendu compte qu'on n'avait pas de maîtrise des autres sujets. Donc, on a effectivement cherché des bénévoles qui soient susceptibles de remplir des fonctions qu'on n'était pas capable d'assumer nous-mêmes. C'est ainsi qu'on a donc recruté une ancienne styliste qui s'occupe des ateliers de couture, un ancien paysagiste qui s'occupe des potagers, une jeune femme qui a vécu à Madagascar pendant 5 ans, qui est spécialisée des questions d'agriculture, de plantation, etc., et qui suit les pépinières, puisque depuis on a créé aussi des pépinières, de manière à reboiser d'abord les écoles, mais également les villages par la suite. Donc, voilà, tout ça, c'est une espèce d'alchimie où on essaie de se développer en essayant de rester extrêmement pragmatique et en essayant d'offrir aux enfants une vision assez large de l'éducation. Et Marie-France était assez sensible à cette question parce que elle raconte souvent que quand elle était jeune elle-même, l'éducation ne se limitait pas à des cours magistraux. Il y avait aussi un aspect pratique, une découverte de la campagne, une découverte de la nature, de l'agriculture et notamment de la couture, puisque dans sa jeunesse, elle a aussi reçu des cours de culture à l'école, des écoles à la Jules Ferry, qui ont un peu disparu malheureusement en France et qu'on arrive à reconstruire à Madagascar. Qui permet d'associer l'intelligence de la main à toutes les autres formes d'intelligence. Ce qui est très pertinent dans ce qui est fait, c'est que pour chaque, parce que je répète ce que dit Yves, mais dans chaque domaine, il y a un spécialiste. Donc on a vraiment une pertinence et une qualité du suivi de chaque domaine par des gens dont c'est le métier. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier parce qu'on n'a pas on a personne en fait qui a cette espèce de globalité de plusieurs sujets. Ce qui est parfois ce qu'on pourrait reprocher à nos hommes politiques, c'est de pouvoir faire tout alors qu'ils savent pas tout faire. Là, il y a vraiment chaque sujet, un professionnel et un spécialiste, et c'est ça qui marche très bien. Ouais, et puis avec un engagement sur la durée, parce que j'ai l'impression que ces personnes sont à vos côtés, en fait, sont aux côtés de l'ASSO depuis de longue date. Alors, c'est ton cas, toi, avec un engagement qui a pris plusieurs formes, puisque vous êtes aujourd'hui avec le fonds de dotation Gradier l'un des principaux financeurs d'ABC Domino, aux côtés de European Homes, bien sûr, et de toute votre communauté. Mais est-ce que tu peux nous dire justement comment tu mobilises aujourd'hui ton réseau personnel et professionnel, ton écosystème, pour faire connaître ABC Domino, pour mener des projets qui vont servir l'association? La sensibilisation, on l'a fait un peu au quotidien, en fait, avec Chloé, avec toutes les personnes qu'on rencontre. C'est sûr que quand on pitch l'histoire de notre fonds de dotation, il est né avec ce projet, puisque c'est vraiment notre premier projet. Ça fait donc, encore une fois, 15 ans qu'on est aux côtés d'ABC Domino. Je suis devenu administrateur d'ABC Domino il y a peut-être même déjà 5 ou 6 ans, je sais plus. Donc voilà, c'est au quotidien, hein, c'est dans toutes les rencontres qu'on fait, dès qu'on parle du fonds de dotation, on a mis en place dans mes restaurants le 1 € restaurant. Donc en fait, quand les clients viennent déjeuner, on met 1 € sur l'addition que quand les clients le payent, qui est abondé par le restaurant. Donc le restaurant met aussi 1 €. Donc pour chaque table, c'est 2 €. Donc sur les tables, il y a des photos, très souvent des photos des enfants d'ABC. Et puis une explication, un petit flashcode pour retourner vers les actions du fonds de dotation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, moi quand j'en parle, comme j'y vais 2 fois par an, c'est un peu une deuxième patrie quelque part, j'en parle tout le temps, tous les déjeuners, tout le temps. Je parle évidemment aussi des autres projets du fonds de dotation, mais disons qu'avec ABC, il y a un peu une histoire commune et c'est un peu l'ADN du fonds de dotation. Donc c'est vraiment, c'est récurrent. Pierre, c'est un projet que toi, tu as accueilli avec ta mère et maintenant tu transmets aussi à tes enfants, puisque tu as emmené les enfants, tu m'as dit, dès l'âge de 12 ans. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Notre aînée avait 12 ans quand elle est venue la première fois, et depuis, elle vient avec nous, alors soit une fois, soit au minimum une fois par an, parfois 2 fois par an. Et elles sont complètement, pareil que nous, elles sont complètement fascinées et passionnées par le projet. Après, c'est rigolo parce que pour l'instant, elles ont maintenant 25 et 21 ans.
Pour l'instant, elles n'ont pas encore décidé, et c'est bien normal parce qu'elles sont très jeunes, elles n'ont pas encore décidé de quelle manière elles voulaient s'inscrire dans le projet, mais elles sont à nos côtés. Lou, l'aîné, et Dylan, son copain, ont fait un film récemment sur leur dernier voyage, qui est un film qui est assez génial, qui est disponible bientôt. Je crois qu'il est déjà disponible sur YouTube. Et qui est un film qui raconte leur histoire et la manière dont ils ont vécu leur voyage, la manière dont ils vivent. Eux, ils ressentent du haut de leurs 25 ans cette expérience. Donc, c'est hyper intéressant. Et évidemment, j'espère que... Je sais pas si j'ai envie de dire qu'elles prendront le relais, parce qu'après, elles feront ce qu'elles veulent, mais j'espère et je sais qu'elles sont totalement en phase avec ce qu'on fait. Donc ça, c'est déjà pas mal quand on a des enfants de se dire qu'ils sont en phase avec ce que font leurs parents, et ils nous accompagnent, nous soutiennent. Quand on part, c'est jamais un sujet, donc c'est assez fluide. Ouais, c'est un vrai projet familial. Ouais. Et tu fonctionnes un peu de la même façon avec les 2 autres grands projets qui sont au cœur de la mission du fonds de dotation. Absolument. Yves, tu me disais, les Cohen, c'est un peu un laboratoire d'idées, ça fourmille, voilà. Et donc vous avez cette fluidité dans les échanges réguliers. Vous voyez souvent, vous allez sur le terrain ensemble. Ça, c'est quand même assez atypique comme mode de collaboration entre un mécène et une association opératrice. Donc, j'imagine que vous vous sentez très privilégié d'avoir cette connexion, cette qualité de relation. C'était un peu la volonté qu'on avait dans notre souhait des rapports avec les mécènes. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant dans ce type de projet, c'est effectivement de pouvoir partager et puis de réfléchir ensemble à l'évolution du projet lui-même. Et c'est vrai qu'on a une relation tout à fait particulière avec Julien et Marie-France. On essaie également d'avoir... sinon des relations de la même nature, en tout cas de faire connaître aux mécènes ce que fait ABC Domino localement, et autant que possible, on essaie de les faire venir, et on voit bien qu'une fois que les gens sont venus, ça change tout à fait leur appréciation et leur regard sur le projet lui-même, et ça les fidélise incontestablement. Je crois que ABC Domino est assez exceptionnel dans son genre. Beaucoup de gens ont beaucoup voyagé, fréquenté. Je pourrais notamment citer Alexandre Poussin qui avait fait ce trip Africa Trek, puis Madatrek, où il a ensuite eu de nombreuses parutions dans Paris Match, puis édité plusieurs livres sur son voyage, où il a parcouru toute l'île, et dans son livre, il indique vraiment très précisément qu'il n'a pas vu une organisation comparable à celle d'ABC Domino, et une rigueur comme celle que nous essayons d'appliquer localement. Donc voilà, c'est effectivement le rapport avec les mécènes est pour nous assez essentiel, et la fidélité des mécènes est assez fondamentale, ne serait-ce que pour la pérennité de la vie de l'association. En 2024, vous décidez de prendre un peu de recul et de mettre en avant les enseignements de tout le travail que vous avez mené auprès de ces jeunes en lançant une étude d'impact. Est-ce que tu peux nous dire quel est le contexte de cette décision, comment vous menez l'étude d'impact, et puis peut-être, Julien, les enseignements que vous retirez ? Ce que je pourrais dire d'abord, c'est que c'est plutôt Julien qui se pose la question de l'étude d'impact, et qui estime à juste titre que ce serait intéressant d'avoir une espèce de bilan des actions qui ont été menées depuis près de 20 ans. J'avoue qu'au départ, moi, j'étais un peu sceptique sur le bien fondé de ce genre de démarche, parce que j'avais un peu l'impression qu'on savait très bien ce qu'on allait trouver dans l'étude d'impact. Mais comme il a une grande force de conviction, on l'a suivi dans cette démarche. Et en fait, il avait parfaitement raison, parce que c'est vrai que les choses vont mieux en le disant et en les écrivant. Et donc, il a pris un cabinet spécialisé, enfin Chloé et lui ont pris un cabinet spécialisé qui a fait une étude d'impact. Et surtout, ils ont fait une étude d'impact basée sur les critères de l'UNICEF. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a un certain nombre de critères qui sont développés, qui permettent de calibrer un petit peu les résultats des actions qui sont menées. Mais je vais lui laisser la parole. Ouais, ce qui était important pour nous, et c'est effectivement, je suis hyper content qu'on l'ait fait, c'est qu'on avait besoin, alors évidemment, on peut exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on fait, etc., mais c'est toujours bien d'avoir des supports qui permettent un peu de vérifier ce qu'on exprime. Les principales choses qu'on retient de cette étude, c'est les cantines, l'intérêt des cantines pour la civilité des enfants à l'école, sur la qualité
l'hygiène, de leur qualité de vie. Il y a vraiment voilà une réalité, puisque c'est un repas par jour pour les enfants, c'est parfois le seul repas de la journée. Donc ça, c'est quelque chose qui était, moi même si je le savais, j'avais le souhait qu'on nous le précise et démontre. Il y a aussi une chose qui est intéressante dans le monde d'aujourd'hui, c'est la parité. Il y a une parité entre filles et garçons dans le lycée, ce qui est quand même assez remarquable, parce qu'on a quand même des problématiques de grossesse précoce qui sont en baisse grâce aux actions que mène ABC Domino. Mais donc on est assez fiers de ça, de dire qu'il y a les filles continuent leur cursus, alors que souvent elles sont peut-être celles qui décrochent sur la partie secondaire de la manière la plus importante. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on savait un peu, mais qu'on a retrouvé dans l'étude et qui nous permettent d'appuyer notre discours et surtout de se dire que voilà, ce qu'on fait c'est bien fait, ça va dans le bon sens, ça va. Aussi, c'était intéressant de voir, même si nous on le voit, de voir l'évolution des populations sur place en brousse, c'est assez incroyable, puisque moi ça fait donc depuis 2011 que j'y vais, Yves depuis 2004, mais je racontais tout à l'heure, quand on arrivait en 2000, quand je suis arrivé la première fois en 2011 en voiture, je me rappelle très bien, avec Stéphanie, c'est ma femme, c'est quelque chose qu'on répète souvent, on traversait les villages et les enfants partaient en courant. Aujourd'hui, on est complètement intégré dans l'écosystème local et on se rend compte. Ce serait intéressant. Ils ont fait un truc assez intéressant dans l'étude. Ils ont pris les villages ABC Domino et puis les villages qui ne sont pas ABC Domino. Et là, on a vraiment la conscience de la différence des actions qui sont menées par ABC et ce que ça a comme impact sur les enfants, évidemment, mais sur la population locale et sur la vie de la communauté locale. Et alors pour les mécènes qui ne sont pas encore venus, et pour tous ceux qui auraient peut-être envie de soutenir le travail d'ABC Domino, s'il y avait un moment d'émerveillement à partager avec nous pour justement nous donner envie d'aller vous rendre visite, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit l'un et l'autre? Moi j'ai un moment qui est toujours, c'est un moment qui se répète, c'est merveilleux parce que c'est un moment qui se répète à chaque fois et même toutes les semaines quand on est là-bas, si on a envie, c'est la levée du drapeau. Alors la levée du drapeau dans les écoles, c'est quelque chose qui est très particulier, qui est très émouvant, qui est très solennel, et c'est en fait tous les lundis matins, à 7h, 7h30, en fonction des écoles, des collèges, c'est tous les enfants qui sont dans la cour de l'école, rangés en rang de manière assez hallucinante. Ils se mettent leurs bras comme ça pour être à la bonne distance, et ils chantent l'hymne national sur la levée du drapeau. Et c'est vraiment un moment. Moi, je te disais tout à l'heure, c'est assez fascinant parce que ça arrive encore à me tirer des larmes après 15 ans. C'est soit la levée du drapeau le lundi, soit le baisser le vendredi. Et c'est vraiment un moment que je trouve assez émouvant. Alors, il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais ça, c'est un moment particulier parce que c'est finalement, peut-être, sur les 15 dernières années, le seul moment qui se répète de manière régulière et à chaque fois avec la même émotion. Et ça, c'est assez fascinant. L'autre élément assez magique, c'est quand on prend la piste le matin de bonne heure et que tout le long de la piste on croise des enfants avec leurs blouses qui se rendent dans les écoles, et ça vraiment ça n'existait pas quoi. Donc c'est quelque chose à la fois de nouveau et de complètement magique, de même que les moments où les enfants sortent de l'école le soir par exemple et où on voit toutes ces centaines d'enfants qui partent et qui prennent la piste. C'est souvent pour parcourir plusieurs kilomètres avant d'atteindre leur domicile. Donc ça, ce sont des moments assez extraordinaires. Et l'histoire d'un jeune dont vous êtes fier plus particulièrement, je crois que ça, il y en a aussi beaucoup. Moi, j'en ai une très très précise, c'est qu'on a, je crois que c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, Yves, on a eu la chance d'avoir notre premier professeur qui est un ancien élève à ABC Domino, et ça, je trouve que c'est une manière de boucler la boucle assez géniale. Et moi, j'étais époustouflé de voir un jeune revenir, et lui était très fier d'être là, et nous très fiers qu'il soit là. Ouais, c'est un rôle modèle pour les plus jeunes, c'est génial. Oui, on a aussi le secrétaire général du lycée qui est aussi un ancien élève d'ABC Domino, et récemment encore on a également retrouvé un ancien élève d'ABC Domino qui travaillait dans l'association Transmad, qui réalise pour nous l'adduction d'eau et la mise en place des dessalinateurs dans les villages où l'eau est saumâtre. Elle est saumâtre partout d'ailleurs, mais on a installé des dessalinateurs pour pouvoir offrir à la fois aux élèves et aux populations une eau douce, enfin une eau potable. Et le responsable des écoles du Sud pour le compte de cette association est un des anciens élèves d'ABC Domino. Donc on était également assez fiers de voir que il avait abouti là. Ouais, c'est génial. Ouais, il y a un point que Yves, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais que je voudrais souligner, c'est la perméabilité qu'il y a entre les écoles et les villages. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on fait dans les écoles, tout ce que fait ABC Domino dans les écoles,
est perméable. C'est-à-dire que on parlait de l'eau, quand on a installé l'eau dans les écoles, on a immédiatement fait un forage, enfin un puits dans les villages pour que les villageois aient accès aussi à l'eau potable. Et ça, c'est vrai sur plein d'actions qui sont menées dans les écoles et qui vont, encore une fois, être perméables et bénéficier au village. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais, vous disiez, c'est 4000 enfants, c'est ça qui sont... Aujourd'hui, il y a 4000 enfants dans les établissements scolaires en Brousse. Ouais. On en aura à partir de l'année prochaine aux alentours de 150 à Tuléar, qui seront en fait tous les bacheliers et tous les élèves en provenance d'ABC de Minot qui seront en faculté et qui pourront trouver sur le campus ABC de Minot de Tuléar un environnement de travail et d'études avec une connexion Internet, des ordinateurs qui leur permettront de travailler, ce qu'ils n'ont pas du tout dans les facultés malgaches. Ouais, donc ce qui aura forcément un impact sur sur leur famille et sur les villages environnants et la communauté en général. Donc, sans aucun doute. Ouais. Bon, notre temps d'échange touche à sa fin. Du coup, peut-être un message pour nos auditeurs, quelque chose que vous aimeriez partager avec eux pour leur donner envie de rejoindre cette aventure et peut-être d'aller découvrir l'association. Julien ? Moi, en tant que mécène, mais aussi acteur, j'ai envie de dire, ce qui m'est arrivé, j'ai envie que ça arrive à d'autres, c'est à venir pour voir ce qui se passe, parce que je pense que c'est ça qui est... On est aujourd'hui tous les jours submergés de propositions d'accompagnement de différentes associations, fondations, etc. Ce qui fait peut-être la particularité d'ABC, on en a parlé, c'est son sérieux, sa capacité à accueillir les mécènes d'une manière, je pense, assez particulière, parce qu'on a quand même, avec Chloé, on voit quand même beaucoup de monde tout le temps, c'est très particulier, donc je pense que c'est une chance de pouvoir être accueilli comme ça. Donc venir sur place et puis accompagner. Aujourd'hui, on a mis en place... Peut-être que je te coupe la parole, Yves, mais on a mis en place le parrainage. Donc, on peut parrainer un enfant. Je crois que c'est 38 € par an pour qu'un enfant ait à la cantine pendant toute l'année. Par mois, pardon. 38 € par mois pour qu'un enfant ait à la cantine. Donc, c'est quand même pas énorme. Donc, voilà, l'idée, c'est de dire, venez voir ce qui se passe. C'est assez passionnant. Et puis, nous, on a besoin, évidemment, du plus de monde possible autour de nous pour mener ces actions sur le long terme. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai créé cette association parce que je trouve que on a des conditions de vie qui sont extraordinaires et qu'il faut essayer de les partager. J'avais cette conscience après une lecture lorsque j'étais enfant d'une biographie du docteur Schweitzer, et j'avais toujours eu le désir de faire quelque chose. Simplement, les choses n'arrivent pas toujours quand on le souhaite, donc ça ne s'est réalisé que lorsque j'avais à peu près réalisé ma vie. Lorsque j'ai 4 enfants, lorsque mes enfants avaient 7 ans, je leur imposais, pour dire les choses telles qu'elles sont, de parrainer un enfant dans une association qui s'appelle Aider Action en Inde. Et cette association nous a un jour indiqué qu'il créait une antenne à Madagascar. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés ensuite à Madagascar. Enfin, qu'on a parrainé d'abord des enfants à Madagascar, puis que j'ai créé l'association à Madagascar. Ce que je voulais au travers de cette implication de mes enfants, c'était qu'effectivement prendre la conscience du monde. Et je crois que, ils ont à peu près intégré cette notion et que, évidemment, à un moment dans leur vie, comme les enfants de Julien et d'autres, ils intégreront le fait qu'on ne peut pas continuer à vivre comme on le fait sans prendre en considération ce qui se passe ailleurs. Lou et Dylan ont fait ce film qui est vraiment très émouvant et très touchant et qui a bien saisi la moelle de l'action qui est menée par ABC de Minot là-bas. Et je crois que ce que dit Julien est très juste. Il faut aller voir. Alors peut-être déjà commencer par les sites de Gratier et d'ABC de Minot, mais surtout essayer d'aller sur place, parce que je crois qu'une fois qu'on est sur place, on est marqué au fer rouge et qu'on a un vrai désir de parrainer l'association. C'est une sacrée aventure. Ouais, non, ça, je crois qu'on l'a bien compris. Et puis, on mettra le lien du film dans le podcast. Comme ça permettra à tout le monde de découvrir ces images. Julien, Yves, merci beaucoup pour ce témoignage. Une amitié de 15 ans, on la sent bien. Merci à tous les deux. Et puis à bientôt. Merci à toi. Merci Claire. À bientôt.